Bonjour à toutes et tous. Je veux évidemment vous remercier beaucoup de m'inviter à vous avoir l'opportunité de vous parler de maltraitance involontaire vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Je suis ravi d'être ici, d'autant que vous savez, je suis RU pour le groupe hospitalier et puis je viens donc en tant que représentant pour Paris d'APF France Handicap. Alors, maltraitance involontaire et personnes en situation de handicap, on peut dire que toute personne qui arrive à l'hôpital, elle est déjà en situation de faiblesse. Donc on peut dire nous sommes tous des handicapés dans ces circonstances-là. Il n'empêche que les difficultés ne sont pas toujours évidentes, c'est-à-dire parfois vous voyez à l'évidence que c'est quelqu'un qui a des difficultés vraies, des déficits, mais parfois ce déficit peut être invisible. Je veux dire que moi, par exemple, là, je peux me promener et vous allez voir un Gonzalez titubant vous dire c'est pas étonnant, il boit tous les jours. Bon, ben c'est parce que j'ai un problème d'équilibre. Donc les déficits, ils peuvent être également multiples. Et, par exemple, quelqu'un qui a une difficulté visuelle, elle va vieillir. Donc un jour ou l'autre, eh bien, elle entendra moins bien, elle aura peut-être d'autres difficultés. Et puis savoir que finalement, à tous âges, on peut avoir un déficit. Et enfin, ce qui va être la difficulté, mais excusez-moi, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous savez très bien que c'est très difficile de pouvoir communiquer avec des gens qui sont en déficit, que ce soit moteur, psychique, sensoriel. Par conséquent, je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un petit peu des aspects que vous connaissez peut-être moins, et puis vous donner quelques idées, et puis je crois que ça débouchera surtout des réflexions. C'est-à-dire, je suis habitué à faire ce topo, et en général, il dure 2 heures. Donc, vous voyez qu'on ne va pas du tout être exhaustif aujourd'hui. Donc, quels handicaps? Eh bien, ces handicaps, vous les connaissez, on ne va pas les énumérer, mais ce qui est important, c'est de bien retenir qu'il y a d'abord l'importance du handicap. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est un aveugle. En réalité, les aveugles, il y en a beaucoup qui voient un petit peu, qui voient des ombres, qui sentent des choses. Donc, il faut relativiser. Par ailleurs, il y a donc des degrés, et puis il y a la nature, et puis il y a les gens qui sont polyhandicapés. Et donc les gens qui sont polyhandicapés, ça va être assez compliqué. Si par exemple c'est quelqu'un qui entend très bien que de l'oreille gauche et puis qui voit que de l'œil droit, vous allez avoir des difficultés à savoir comment vous allez faire. Puis il faut intégrer dans ces handicaps les maladies invalidantes, quelqu'un qui a fait un jour un AVC, quelqu'un qui a fait un jour un infarctus, quelqu'un qui a des problèmes neurologiques, osteoarticulaires, etc. Alors, dès la présentation, c'est assez facile de voir que quelqu'un peut avoir des difficultés de mobilité. Plus il est voûté, plus c'est a priori un problème pour lui, jusqu'au moment où il a besoin d'une canne, de cannes. Bien. Mais je voudrais parler un petit peu des problèmes visuels. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'accommodation, surtout avec l'âge, les gens sont presbytes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire de près. Quand vous allez vouloir leur montrer un papier, ils vont vous dire « Attendez, il faut que je mette mes lunettes ». Et alors ça, c'est le grand problème, c'est que finalement, tous les gens qui ont un déficit, c'est extrêmement chronophage de s'occuper de gens qui ont des déficits. Et donc, il va chercher ses lunettes, et ses lunettes, en même temps, il ne sait plus où il les a mises, et puis, etc., etc. Il faut attendre les lunettes pour pouvoir lire le petit papier sur lequel il n'y a peut-être pas grand-chose d'important. Mais une fois que vous êtes engagé en disant « Monsieur, lisez », bien, cette personne elle va être obligée de répondre à votre demande. Il y a les gens qui ont une cataracte, dans ce cas-là, c'est comme s'ils regardaient au travers d'un verre dépoli. Il y a les gens, et c'est plus fréquent, surtout chez les gens âgés, c'est très fréquent, ce qu'on appelle la DMLA, c'est-à-dire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est quoi la macule? C'est ce qui est dans l'axe de l'œil, c'est-à-dire que quand je veux regarder quelqu'un dans les yeux ou quand je veux lire un document et que j'ai du mal à le lire, je vais forcément fixer mon regard dans l'axe idéal. L'axe idéal, eh bien, vous voyez, cette personne,
qui a une DMLA avec donc une dégénérescence de la rétine dans la zone précisément où elle devrait voir le mieux, et bien quand elle regarde ses enfants, ses deux enfants avec des ballons, elle voit les ballons et elle ne voit pas les visages. Donc voilà par exemple des difficultés. Alors les gens qui ont des DMLA, parfois ils sont mal compris parce que vous arrivez devant eux et puis ils vont faire, parfois c'est quelqu'un qui est un peu désobligeant, qui va dire dis donc vous serrez pas souvent vos chaussures, et là vous dites mais elle se fout de moi, elle me dit qu'elle voit rien et puis elle voit mes chaussures, qu'est-ce qu'elle m'embête, mais elle voit pas votre tête. Alors vous avez également les gens qui ont une paralysie oculopalpébrale, donc des gens qui peuvent avoir, comme par exemple cette personne au milieu là, vous voyez complètement à gauche, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul œil qui vous regarde, c'est vrai, mais il y a l'œil dominant, c'est-à-dire cette personne qui vous voit peut-être parfaitement, parce que c'est comme si elle n'avait qu'un seul œil, c'est-à-dire que le cerveau reçoit deux messages, mais le cerveau a l'habitude de recevoir ces deux messages et un message qu'il met à la poubelle, donc il vous voit très bien. En revanche, si cet homme, on dit, ou cette femme, on dit on va vous faire de la rééducation pour avoir disparition de votre strabisme, eh bien il va y avoir toute une période où cette personne va voir double, parce que le cerveau va recevoir deux images et va être obligé d'en tenir compte et va plus savoir, il va y avoir un flou. Vous avez par exemple la personne à droite qui, elle, a une diplopie verticale, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les objets les uns à côté des autres, c'est en vertical que ça se passe, ça peut être extrêmement gênant, comme vous voyez, par exemple, quand on est dans la rue, qu'on veut traverser. Et puis, il y a les gens qui ont cette paupière qui tombe, et ça, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont des difficultés pour vous voir, et puis, quand vous dites « regardez bien », il n'y a qu'un seul œil qui s'ouvre. Alors, la conduite vis-à-vis des malvoyants, eh bien, il y a deux circonstances, il y a l'accueil, et puis ce qui va se passer quand ils sont hospitalisés. À l'accueil, il faut décrire ce que vous voyez à la personne aveugle. C'est-à-dire, vous allez lui dire, attention, quand vous sortez d'ici, la porte, elle est au milieu, à droite, il y a une table. Donc il va se dire, ah bon, il y a une table, je sais que je peux m'appuyer sur la table, et puis il va dire, attention, il y a des chaises à gauche, bon, très bien, il visualise, et il va pouvoir repasser par là. Et on va lui dire, l'ascenseur, il est à droite en sortant. Donc il faut lui décrire les choses, lui dire attention, le seuil de la porte est un peu haut, etc., etc. Et il va se mettre ça dans sa tête, et ce sont des gens qui ont énormément de mémoire visuelle, ce qui est paradoxal alors qu'ils ne voient pas. Donc ça c'est un point important. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que cette accessibilité, il a besoin de le savoir en permanence. Est-ce qu'il y a une rampe à droite? Est-ce qu'il y a... etc. Vous devez décrire absolument tout cela. Quand vous le tenez, c'est un petit peu comme vous le voyez à gauche, les instructeurs de locomotion, vous devez vous mettre plutôt en tenant le coude derrière. Et puis, s'il a un chien, c'est pas la peine de le caresser parce que le chien, il est en train de travailler. Donc, un chien, il n'est pas là du tout pour s'amuser. Donc, on ne caresse pas un chien, quelqu'un qui est aveugle. Si la personne est hospitalisée, évidemment, votre hantise, c'est qu'il se trompe de médicaments. Comment s'adresse un sourd? S'adresse un sourd, c'est comme l'aveugle, il a, lui, ses prothèses. Donc il va vous dire, ah, j'entends pas ce que vous dites, il faut que je trouve mes prothèses. Alors, les prothèses, elles sont dans la table de nuit, on ne sait plus où elle est, etc., etc., et il va vous embêter. Les prothèses auditives, elles sont très fragiles, ça se met à siffler, l'intensité n'est pas bonne, et au lieu de vous entendre, il va entendre l'ambiance, il va y avoir de la musique dans le couloir parce que c'est chaleureux, il y a des gens qui parlent, et bien cette personne elle est complètement perdue, donc il va falloir prendre des mesures, savoir que quand on s'adresse à un sourd, il faut choisir la meilleure oreille. S'il vous dit j'entends mieux de ce côté-là, etc., etc. Donc ces mesures-là, il y a aussi d'autres mesures à prendre. Vous voyez ici une liste de conseils, si j'ose dire, c'est-à-dire ça ne sert à rien de parler fort quand quelqu'un vous dit qu'il n'entend pas, vous allez le gêner plus qu'autre chose. Il faut absolument lui parler face à face, parce que la plupart des gens sourds sont capables de lire sur les lèvres, et c'est pour cette raison, si vous voulez, que APF a fait ces masques à visière, parce que
que c'est comme cela qu'on peut communiquer avec des gens qui sont sourds. Je crois, si vous voulez aussi, qu'il faut faire très attention à parler lentement, hein, parce que c'est pas la peine de faire des grandes phrases rapides. C'est pas non plus la peine de refuser de faire des gestes parce que vous êtes un peu timide. Vous allez dire à cette personne, c'est par ici qu'il y a le restaurant, ben il va comprendre, ça va l'aider le fait que vous fassiez le geste. Et puis, il faut également ne pas s'exciter en disant il comprend rien, je répète, il n'entend rien. Prenez une ardoise, prenez quelque chose et écrivez-le. Alors, vous avez les gens qui ont des problèmes d'équilibre. Les gens qui ont des problèmes d'équilibre, ils se servent en général de leurs yeux à la place de leur oreille qui est détruite. Mais les yeux, ça suffit pas. Et bien souvent, ce qui compte le plus, c'est ce qu'on appelle la sensibilité profonde. C'est-à-dire que si vous vous mettez debout et vous fermez les yeux avec la plante de vos pieds, vous savez parfaitement si vous partez à droite, en avant, en arrière. Moi, je peux pas faire patinage artistique, mais je peux même pas faire d'autres choses que vous faites. Tenir sur une jambe, ça m'est pas possible. Ce qui signifie aussi que je me fatigue beaucoup à être debout dans un autobus, même si je tiens à la rampe. Ça veut dire que si vous voulez, plus je suis fatigué, moins encore j'ai d'équilibre, et donc plus je vais être pénible pour les gens qui sont avec moi. Et un diabétique, par exemple, il va perdre sa sensibilité profonde, ils sentent moins bien avec leurs pieds. Donc, les gens qui vont être diabétiques, ils risquent d'avoir des problèmes de sensibilité profonde, donc des problèmes d'équilibre, et ce sera encore plus vrai s'ils se retrouvent avec un mal perforant plantaire. Hein. C'est-à-dire que toutes ces difficultés-là, elles sont facilement majorées et il faut en tenir compte. Alors, il faut savoir aussi que la chute appelle la chute. C'est-à-dire que quand on est tombé, quand vous faites du ski, que vous êtes tombé dans une descente, qu'est-ce que vous dit le moniteur? Il dit on repart. Il repart parce qu'il faut absolument oublier la chute. Quelqu'un en général qui tombe, eh bien, il s'en souvient et il a peur de tomber. Et à partir du moment où il a peur de tomber, eh bien, il s'y prend très mal et il risque beaucoup plus de répéter une autre chute à un autre moment. Alors, il y a ceux qui vous disent, oui, mais alors, ça me déprime tout ça, donnez-moi, docteur, des tranquillisants, je dors mal, donnez-moi des somnifères. Et c'est comme ça que le monsieur qui a la prostate qui flanche, eh bien, il se lève à 2h du matin, et puis là, au lieu de faire pipi, il se fait une fracture du col du fémur. Donc si vous voulez, il va falloir expliquer tout cela, et c'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre son temps avec les gens qui sont en situation de handicap, parce que sinon, on va parler de malveillance. En fait, cette malveillance, elle est totalement involontaire. Vous n'avez pas expliqué en disant il n'a pas besoin, il est intelligent, il a compris. Il n'a pas compris tout à fait. L'odorat aussi, on en parle beaucoup avec le Covid, mais l'odorat, perte de l'odorat, c'est extrêmement gênant. Ça veut dire que par exemple, vous ne sentez pas s'il y a le feu, c'est comme ça qu'il y a des gens dans des EHPAD, ils fument dans leur lit et puis ils mettent le feu à leur chambre et tout le bâtiment. Donc l'odorat, c'est quelque chose de très très utile. C'est aussi quelque chose, il faut savoir que les femmes, elles ont un odorat plus développé que les hommes, c'est pour ça qu'elles trouvent souvent que leur mari ou leur petit ami n'est pas très propre, mais problème d'odorat. Hein, bon. Et puis en ce qui concerne le qualitatif, eh bien, il faut savoir que c'est en général les mauvaises odeurs qu'on perçoit, ce sont des odeurs anormales qu'on perçoit. C'est aussi pour cela que les personnes âgées perdant de l'odorat, elles sont encore plus sensibles si après la toilette, vous mettez un petit peu de parfum. De la même façon, la langue, le goût a tendance à s'effacer avec le temps, et donc les gens âgés, eh bien, ils ont tendance à vouloir rehausser le goût de leurs aliments, donc ils vont saler. Et vous dites, pas question, vous êtes cardiaque, on a prescrit régime sans sel. Donc il va y avoir un conflit. Là, il va falloir jouer encore. Jouer sur la négociation, se dire, vous savez, on peut améliorer ça, mettez un peu d'ail, de basilic, etc., etc. Il va falloir argumenter. Donc c'est quelque chose qui est très important de savoir aussi que quelqu'un qui s'est blessé ou qui a une glossite, etc., souffre et a un problème de goût. Alors, les atteintes sensorielles, c'est pas du luxe.
C'est-à-dire que les gens qui n'ont jamais eu de tadane sensorielle, il y a des gens qui se disent un aveugle c'est facile, je me mets une écharpe sur les yeux, je deviens aveugle. Pas du tout. On n'est pas aveugle, on ne connaît un déficit sensoriel que quand malheureusement on en est soi-même victime. Sachez donc que ça altère la qualité de la vie, ça altère le bien-être, et le bien-être c'est la santé. Donc ça prédispose aussi à d'autres pathologies, parce que si vous avez des troubles de l'équilibre, vous risquez de fracture du col du fémur. Ça coûte cher à la société, parce que les chutes, ça coûte très cher à la société, et ça, on n'a pas encore réalisé tout cela, c'est-à-dire moi je suis assez en colère par rapport à cette situation où on fait des économies de bout de chandelle, on met pas de rampe à des endroits en disant ça coûte trop cher, oui mais les fractures du col du fémur, ça coûte quoi? Donc on crée de la dépendance évidemment avec les déficits sensoriels, et puis il y a, je vous ai pas parlé du toucher, parce que là je pourrais vous en parler 3 heures. Le toucher c'est quelque chose que vous connaissez très bien, et vous savez très bien que quelqu'un qui a un problème de toucher, notamment un canal carpien, il perd la sensibilité surtout de ses 3 premiers doigts. C'est quelqu'un donc qui a perdu la pince. Perdant la pince, c'est quelqu'un qui va être maladroit, il va prendre son comprimé, le comprimé va rouler par terre, comme il voit pas très bien, eh bien il n'aura pas pris son traitement alors qu'il est convaincu qu'il l'a pris. Alors cette femme, eh bien il va falloir communiquer avec elle. Il y en a qui disent « Oh, qu'est-ce qui est agressif, je rentre pas », et elle en fait, elle a très peur. Donc si vous voulez, vous voyez comme ça peut être très très difficile les interprétations. Ça c'est un Alzheimer, les Alzheimer souvent ils ont très peur de vous. Donc il va falloir faire une approche, rester à 3 mètres pour commencer à leur parler. Donc communiquer, c'est un exercice d'adresse, et donc je vais pas vous donner des leçons parce que c'est quotidiennement que vous êtes confrontés à ça. Mais vous le savez bien que ça vaut le coup de saisir des opportunités quand vous voulez parler à quelqu'un, dire ah je sens que c'est le moment, je vais pouvoir lui parler parce qu'il est à tel endroit, parce que il y a une odeur de café, parce que etc. Des détails qui font que si vous êtes subtil, vous dites ah je peux lui glisser un mot. C'est pas la peine, par exemple, il y a des gens des lève-tard, ils sont hospitalisés à 10h du matin et ils sont toujours au radar. Bon, vous avez des problèmes, vous dites, ah, vous n'avez pas encore pris votre petit déjeuner, oui, il est au radar. De la même façon, à 14h, vous allez le voir, il dort, vous dites, mais il dort tout le temps. Non, il dort pas tout le temps, il fait la sieste. Donc, si vous voulez, il y a cela. Il y a la fatigue qui va, la fatigue de l'autre, que je vous ai expliqué, parce que quand on a des déficit sensoriel, tout est pénible. Vous comprenez bien que quelqu'un qui a des difficultés visuelles, s'il doit lire, eh bien, il va se fatiguer et il ne va pas pouvoir lire une page aussi vite que vous. Par conséquent, tous ces éléments-là doivent être pris en compte, et puis il faut répéter donc les occasions d'échange pour pouvoir faire passer les messages. Alors donner la main, c'est pas la mode aujourd'hui, mais ça peut quand même arriver, et vous donnez la main toute la journée puisque vous avez des gants, et donc c'est le problème des soins. J'attache beaucoup d'importance à la main, parce que la main c'est extrêmement expressif, mais il y a des gens qui, quand ils vous serrent la main, ils vous se la secouent, sans ça, ils ne veulent pas savoir si vous avez de l'arthrose, ils vous serrent la main très fort pour montrer qu'ils sont beaucoup plus forts que vous. Donc la main, il faut faire très attention, c'est un moyen de communication, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut regarder de près. Vous avez une main qui tremble, vous avez une main qui est déformée, vous avez une main qui peut être absente, vous précipitez pour serrer la main à quelqu'un et il est hémiplégique ou bien il a été amputé. Donc c'est très important, et la main, si vous faites attention, la main vous parle. Il y a des gens qui vont vous dire ils ne peuvent pas vous parler, mais ils voudraient que vous veniez, quoi. Ils vous appellent. Il y a des mains qui ne demandent qu'à être réconfortées. Donc, si vous voulez, c'est important de savoir si vous posez votre main côté paume au côté dos, c'est pas la même chose. Si je fais ça, je protège. Si je fais ça, je caresse. Donc, si vous voulez, ce sont des détails extrêmement importants. Vous vous amuserez à faire un exercice chez vous, parce que si on fait ça, on va dire tout de suite Gonzalez c'est un perverti. Mais vous caresserez votre bras comme ça avec votre main, et vous vous demanderez, est-ce que je sens ma main ou est-ce que je sens mon bras? Et vous verrez cet exercice, et vous allez voir que si vous fermez les yeux en faisant toujours la même chose, ça peut changer.
Et donc, si vous sentez pas du tout votre bras, surtout quand vous fermez les yeux, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a été agressé et qui ne supporte pas le contact de l'autre. Alors sachez que si vous ne supportez pas le contact de l'autre, vous imaginez bien que quand vous allez dire « Ah, monsieur, je viens pour… » Monsieur, il est en panique. La dame aussi. Voilà, donc… les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque, il y a 3 risques de maltraitance involontaire. Il y a, si vous voulez, la typologie de la victime, on va l'appeler la victime avec des guillemets, la typologie du soignant, de l'intervenant, et puis la typologie du cadre. Alors, la typologie de la victime, eh bien, il y a des gens qui font tout pour qu'il leur arrive malheur. Hein. Alors, bon, il y a d'abord la dépendance. À partir du moment où je suis dépendant sensoriellement, je réclame de l'aide. À partir du moment où je réclame de l'aide, je vous prends du temps. Donc ça pose problème. Je peux également être particulièrement malodorant parce que je suis incontinent urinaire, incontinent fécal, mais attention, incontinent urinaire. Je suis peut-être incontinent urinaire parce que j'ai appelé et vous n'êtes pas venu. Et donc, j'ai fait sur moi. Et puis à ce moment-là, oh là là, il fait sur lui, monsieur, je vais vous mettre des couches. Et alors l'engrenage est pris là. Hein, c'est-à-dire que vous allez m'humilier. Donc à ce moment-là, si je peux faire pipi dans ma couche, pourquoi je ne ferais pas caca dans ma couche? Parce que comme ça, je les embêterai un peu plus. Et on est parti dans une spirale très mauvaise, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des escarres. Et puis, donc on est parti dans un engrenage. Hein. Et puis, vous avez les comportements, bien sûr, si je suis agressif, si je suis dépressif, etc. Si à chaque fois que vous venez me voir, je plaisante, ce ne sera pas la même chose que si à chaque fois je dis c'est encore vous. Bon. Et puis, les douleurs, eh bien, les douleurs, ça fatigue, mais ça rend aussi les gens parfois très désagréables. Alors, parfois, vous allez me dire, vous voyez ce visage de face ou de profil? Hein? Bon, ah bah oui, donc si vous voulez, voilà, vous voyez pas, vous avez une DMLA, vous arrivez, et puis vous dites, alors, vous me répondez pas? Bah oui, mais je vous réponds pas, parce que je crois pas que vous êtes en train de me regarder. Alors, il y a là le soignant qui lui-même, on a dit que c'était parfois la faute au malade, entre guillemets, mais c'est parfois la faute au soignant. Le soignant, il a le droit d'avoir ses faiblesses. Le soignant, il a sa manière de faire. Alors il y a la femme qui va dire, oh là là, elle me tire toujours les cheveux quand elle me coiffe. Bon, il y a les gens qui vont avoir des difformités qui dérangent à la toilette en disant, dis donc, tu m'avais pas dit que quand on le retourne, bon, t'as vu, bon, il faut s'en remettre. Donc il y a les odeurs, etc. Il y a le fait que vous touchez, et que la problématique du toucher, c'est pas anodin de toucher quelqu'un, parce que je vous ai dit toucher le bras, mais si je commence à enlever mon slip et qu'il faut toucher sous le slip, c'est beaucoup plus problématique pour certains. Alors, ça bouge ou ça bouge pas? Pour qui ça bouge? Alors ne prenez pas mal ce que je vais dire. Plus ça bouge, plus la preuve que vous êtes stressé. Bon, alors, donc il y a des formes de maltraitance qui sont liées au personnel médical, paramédical, aide-soignant, etc. Il y a les facteurs humains, il y a la gêne, on en a déjà parlé pour certains gestes. Hein. Il y a des gestes qui sont gênants. Quand on fait une piqûre dans la fesse, oui, il faut voir la fesse. Bon. Donc, je ne parle pas du reste. Bon. Il y a le personnel qui est fatigué, épuisé, pour des raisons
qui n'ont rien à voir parfois avec le travail. On a tous les droits, on a le droit d'être malade, fatigué, de ne pas avoir dormi la nuit. Donc on va dans ce cas-là être forcément moins bienveillant, on va dire. Il y a le reste routinier, hein. Il y a la personne qui dit moi je fais comme ça et pas autrement. Donc monsieur, m'embêtez pas, j'ai l'habitude. Bah oui, j'ai l'habitude, mais lui il l'a pas, hein. C'est la première fois qu'on lui fait une ponction lombaire. Ah bon. Ensuite, vous avez l'absence de disponibilité, on a parlé tout à l'heure, et puis vous avez l'entourage qui peut être casse-pied, les gens qui vous téléphonent tout le temps en disant alors comment il va. Bah oui, mais comment il va? Il est en train de demander le pistolet, et qu'est-ce que je fais? J'apporte le pistolet ou je réponds au téléphone? Donc si vous voulez, ce sont des éléments humains, et donc si vous voulez, c'est tout le problème, c'est que tout le monde, nous sommes tous des humains. Et puis il y a le cadre. Alors le cadre, par exemple, moi qui ai vécu 4 ans et demi complètement allongé, sans pouvoir m'asseoir, sans avoir le droit de m'asseoir, bah, il est bien évident qu'un jour je me suis retrouvé avec un architecte d'hôpitaux comme ça. Je lui ai dit comment vous allez faire les fenêtres? Ah bah les fenêtres, voilà, il fait les fenêtres comme ça. Je lui ai dit, vous savez, quelqu'un qui est couché, il voit pas dehors, il voit que le ciel. Alors s'il passe des pigeons, des cormorans, c'est sympa, mais bon, c'est quand même plus sympa que quand on aperçoit un peu quelque chose. Donc si vous voulez, la hauteur des fenêtres, c'est quelque chose d'important. La distance à la fenêtre, ça veut dire aussi, et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très important, c'est ce que vous voyez là, les chambres à 3 lits, vous allez me dire, mais maintenant ça n'existe plus. Mais c'est pas la même chose d'être près de la fenêtre, d'être près de la porte ou d'être au milieu. Hein. Et puis, il y a quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que quand vous êtes allongé, les gens qui vous soignent, ils sont en vertical. Donc les gens qui sont en vertical, eh bien, vous n'avez qu'à faire l'exercice, vous allez voir que quand quelqu'un est comme ça, il vous domine. Donc il vous domine quand vous avez 3 infirmières à droite, 3 médecins à gauche, vous avez l'impression d'être dans un tunnel. Donc il va falloir faire très très attention à ces détails, très attention, celui qui est le plus près de la tête, il a plus d'importance que celui qui est au pied, mais donc parfois ce qui arrive, c'est que c'est celui qui est au pied qui parle à la personne, puis il y en a 2 qui sont là. Donc comme s'il parlait avec les 2 gardes qui sont là. Donc si vous voulez, c'est psychologiquement, je pourrais vous en parler très très longuement de tout cela. Tout ça pour vous dire que la maltraitance involontaire, les abus, la négligence, parce que la maltraitance involontaire, c'est souvent simplement de la négligence, eh bien, c'est quelque chose de très, très difficile. Et je sais que vous faites tous des efforts, et toutes des efforts pour être le moins maltraitant possible, mais on peut l'être involontairement. En tout cas, je vous remercie.